Alors, bonjour tout le monde. Pour la section balado de Max et Bruno, cette semaine, on a la chance de recevoir et l'honneur de recevoir un des amis personnels de Max et Bruno, Luc Robitaille, en direct de Californie, de Los Angeles. Comment ça va, Luc? Ça va bien, ça va bien. Comment ça va, vous autres? Ben, ça va bien, ça va bien. Fait un peu moins beau chez nous, mais regarde, Et fait exprès en arrière, là, tu vois les groupes. On a bien des nuages. On a beaucoup de nuages, tu vois dans la ville. Aïe, aïe, aïe. Hey, on est très jaloux. Il y a une tempête hier au Québec. Donc, disons qu'on pourrait, je pense, utiliser le soleil présentement, surtout en pandémie. Un peu de vitamine D, ferait pas tard. Exact. Luc, tu me textais la semaine passée. Tu m'as envoyé une belle photo parce que je voulais annoncer à tout le monde que je suis maintenant éligible pour faire partie du Temple de la renommée. Et Luc, tu m'as confirmé que tu avais voté pour moi? Ben ouais, mais j'ai pas le droit de dire de qui que je vote parce que, tu sais, nous autres, faut garder ça toujours privé. Mais, tu sais, on se parler, puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ce show-là. Là. J'ai essayé de mettre ton nom, mais je l'ai pas bien appelé, fait que ça y a été rejeté. Fait que je m'excuse. Il me manquait un vote pour rentrer. C'est le seul vote qui me manquait pour rentrer cette année. Ah, j'avais préparé l'événement pour célébrer ça, puis tout. Ah. J'ai écrit Cam Talbot. Oh non, ça arrive tout le temps. Mais il y en a peut-être un autre qui va voter pour toi dans la gang. Peut-être, je te souhaite. C'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hey, ben Luc, merci beaucoup d'être là. Je veux savoir, présentement, tu es avec les Kings de Los Angeles. Parle-moi un peu de ton rôle avec eux, ce que tu fais avec les Kings, puis ce qui ressemble à ton quotidien là, avec eux, ton implication dans l'organisation. Mais écoute, le quotidien, c'est sûr que cette année, c'est un petit peu différent à cause de COVID. Je suis plus proche du hockey. Mais c'est de runner l'organisation complète, de regarder nos revenus. Cette année, on essaie de contrôler plus nos costs, comme on dit. Il y a toujours quelque chose qui arrive, comme la semaine dernière, 2 joueurs ils ont testé positif, donc ça change toute la direction qu'on s'en va. Et puis à chaque jour, il y a des choses à faire là-dessus. La moitié de la journée, je passe probablement sur le côté hockey, puis l'autre moitié, surtout dans l'après-midi, c'est toujours du côté business. Comme nous autres, on a un nouveau deal de télévision qui s'en vient. On a beaucoup de commandites qu'il faut parler parce que on n'a pas de fans. Donc, il y a toujours quelque chose qui arrive, mais c'est le fun. Ça me garde pas mal occupé. Et puis, je suis bien content de travailler avec du bon monde aussi. Avant d'entrer en ondes, Luc, tu nous parlais aussi, il faut innover, il faut s'ajuster dans une situation COVID. C'est pas des choses qui arrivent à chaque année. Tu disais que vous avez bâti une aréna que vous allez pouvoir pratiquer à l'extérieur? Oui. Nous autres, on run notre aréna de pratique, je vais te le montrer. On est en train de faire bâtir un toit. Wow. C'est pas pour la neige là qu'on bâtit le toit. On va faire une. C'est juste pour nous autres, c'est protéger la glace du soleil. C'est la grosse tente, hein? C'est pas la petite tente blanche, c'est la grosse à côté. Mais vu que on a beaucoup de règlements ici, on n'a pas le droit on a le droit d'avoir une couple de jeunes qui ont le droit de patiner, mais c'est sous contrôle dans des buildings, c'est ainsi. Donc, on sait qu'on est capable de faire des cliniques en dehors, donc on va bâtir une patinoire dans notre stationnement, dans le fond, puis on devrait l'ouvrir la semaine prochaine. Wow. Bien, justement, cet aspect-là, quand tu parles des joueurs que avec qui tu peux patiner ou les joueurs qui s'entraînent, les Kings de Los Angeles sont placés au premier rang pour ce qui est quand on parle de la banque d'espoir. Il y a tellement de bons jeunes talents qui est là. Parle-moi de ton implication puis de ton rôle dans ce développement-là, de la patience que vous allez avoir avec ces jeunes-là, d'essayer de les placer dans la bonne chaise, les aider à avoir du succès. Mais écoute, premièrement, le repêchage, c'est vraiment important. Rob Blake, moi, Mark Yanelli, notre directeur de scout, on s'est assis en 2017 et puis on a une direction qu'on voulait un certain genre de joueur et puis on n'a pas échangé un jeune depuis ce temps-là. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'espoir. C'est sûr qu'ils n'ont pas joué dans la Ligue nationale encore. Donc, ça va être à eux autres de se prouver. Mais c'est vrai qu'on a des bons espoirs. Écoute, même si c'est ainsi, nous autres, notre club de la Ligue américaine, ils pratiquent dans la même aréna. Puis, on joue nos matchs dans notre aréna de pratique cette année. C'est le fun à y voir, c'est un site. C'est Turcotte, le Kaliev qui a compté hier, on a un jeune Kopari, Tyler Madden,
Byfield, qui était notre premier choix cette année. Il était blessé la semaine dernière, mais il a joué juste un match, mais il a vraiment bien joué. Même, je ne sais pas si tu t'en souviens, Samuel Fagemo, l'année passée, c'était le premier compteur du championnat mondial junior. Pas cette année, mais l'année d'avant. Donc, on a beaucoup de bons jeunes qui s'en viennent, mais ils sont pas là encore. Donc, il faut être patient. C'est bien important. Puis, il faut travailler avec eux autres aussi. Il faut qu'ils sachent c'est quoi que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale. Max, on sait comment c'est important. Quand tu as de la bonne communication, ça t'aide plus vite en tant que joueur. C'est tellement important. Puis moi, je trouve présentement dans mon métier d'agent joueur aussi dans le développement, c'est peut-être ce qui manque le plus, c'est la communication entre le joueur. Parfois, ce qu'on s'attend de lui est vraiment son rôle. Donc, moi, une question que j'ai pour toi, Luc, tu parlais tantôt de culture d'organisation. Tu sais, ça part souvent, moi, de mon expérience de joueur, ça partait de Mario Lemieux, puis ça descendait à Ray Shero, au DG, au président, au DG, au coach, et les joueurs, on leur sentait ça. Tu parlais du style de joueur que vous recherchiez depuis 2017, les Kings de Los Angeles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel style de joueur et de personne vous recherchez pour bâtir votre équipe? Écoute, le premier, on a comme bâti une pyramide. On parle toujours de caractère, mais c'est très, très important pour nous autres. C'est sûr, le skill, c'est important, mais si un joueur il est capable de jouer dans le concept de l'équipe en allant du talent, c'était ça notre le premier attribut qu'on cherchait dans tous nos joueurs. C'est sûr qu'on a pris des chances avec des joueurs, mais lorsqu'on parle de bâtir dans le milieu, comme on est chanceux, on a encore Kopitar, mais tu regardes un Alex Turcotte, si le monde l'a vu jouer au championnat mondial, c'est peut-être pas le joueur qui a fait le plus de buts, mais les deux derniers matchs, qui étaient les deux matchs les plus importants, c'est lui qui a fait la plus grosse différence. Donc, c'est des joueurs comme ça qu'on recherche. Byfield, c'est pareil. Il n'y a pas eu autant de glace pour l'équipe Canada. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le petit gars dans les 3 ou 4 dernières années. Il n'a jamais joué en avant du but sur les avantages numériques. Et puis, l'instructeur de l'équipe Canada, il a demandé de jouer en avant du but durant le tournoi. Et puis, il n'a jamais dit un mot. Puis, c'est là qu'il a joué. Puis, moi, ça veut dire qu'il est capable de jouer dans le genre du team concept qu'on appelle. Donc, c'est les joueurs de même que ça te prend pour, tu sais, Max, pour essayer de gagner des séries de ces matchs. Il va falloir que tu fasses des sacrifices pour avoir une chance de gagner. Bien, moi, quand tu parles de ça, tu parles de Turcotte, de Byfield. Moi, je vois ça dans être coachable. Tu es capable de t'ajuster avec ton caractère, passer à travers l'adversité. Et c'est le défi d'aujourd'hui. Je l'ai vécu en étant entraîneur au niveau mineur. Même, tu vois les jeunes talentueux qui arrivent là. Dans une partie d'eux, là, c'est des joueurs qui n'ont jamais eu à s'ajuster ou qui n'ont jamais frappé cette adversité-là. Fait comment tu amènes ça à un gars qui a été super talentueux toute sa vie, qui s'est rendu jusque-là, puis que là, il va falloir qu'il ajuste quelque chose à son approche. Comment tu amènes ça à un jeune comme ça? Écoute, ça l'aide lorsque tu fais tes recherches, puis tu sais leurs amis, leurs parents. Ça, c'est la première. Puis la chose qui est très, très importante, c'est communication. Écoute, il faut que tu communiques avec eux autres, qu'est-ce que tu attends d'eux autres, puis qu'est-ce que tu veux. Comme, je vais donner un autre exemple. Akil Thomas, si tu te souviens, l'année dernière, il a compté le but pour l'équipe Canada, le but gagnant. Je pense que c'était son premier chiffre en troisième période, mais il est arrivé, puis il s'est jamais plaint, puis aujourd'hui, c'est encore un héros pour avoir compté ce but-là. Donc, c'est des jeunes comme ça que ça prend, mais écoute, il faut que tu fasses tes recherches, la famille, le genre de joueur qui est. Tu parles à ses anciens instructeurs, et puis il ne faut pas que tu oublies que lorsqu'ils arrivent avec toi, ben si tu es clair avec eux autres, au moins, ils savent la direction qu'ils sont capables d'aller. Luc, tu es un gars, tu connais un petit peu, tu es un gars passionné qui aime ça, te mêler de plein de choses, tu gères l'équipe. Est-ce que parfois tu as le goût? Moi, j'ai une image mentale de Shanahan quand il est arrivé président de l'équipe des Maple Leafs de Toronto avec ses jeans, puis il prenait des jeans patins, il embarqué sur la glace, puis il prenait des one-timers avec un joueur. Est-ce que parfois tu as le goût directement d'aller voir un joueur et dire écoute, travaille, je sais que c'est pas ton rôle nécessairement, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as envie de le faire des fois? Ouais, je le fais pas, mais des fois, je vais parler des joueurs, tu sais, alentour. J'ai appris, lorsque j'étais avec les Rangers, ça fait longtemps, dans les années 90, il y avait des fois que je jouais pas gros, puis j'avais de la misère. Puis il y avait un monsieur, Rodrigue Gilbert, on se souvient tous de lui, tu sais. Puis je savais pas c'était quoi sa job avec les Rangers. Je savais que c'était une légende, puis qu'il avait joué une très bonne carrière. Et puis, mais une fois de temps en temps, il venait me voir après les matchs, puis il était toujours positif avec moi. Il trouvait quelque chose que j'avais fait durant le match qui me disait « Hey, t'as bien joué dans les coins ce soir. Je sais que c'est pas ta game, mais t'as travaillé fort. » Puis on dirait que ça me donnait un boost.
j'ai jamais oublié ce feeling-là. Fait que je me suis toujours dit, le jour que je suis sur le management, si mettons, je suis pas le head coach, je pense que ma job, c'est plus de trouver des bonnes choses à aider un joueur. Puis le coach, lui, il va le corriger. Tu sais, le gars, il fait des erreurs. Tu vois, tout le monde, on voit toutes les vidéos, tout ça. Mais lorsque tu vois quelqu'un du upper management, si le gars, il passe à côté de toi, il dit « Hey, j'ai aimé ton jeu dans la sortie de zone hier, t'as fait une belle petite passe. » Tu sais, en tant que joueur, il n'y a personne qui te parle. T'entends ça, ben au moins, ça te donne un beau. Fait que j'essaie jamais de coacher ou de dire n'importe quoi. J'essaie juste de leur dire des affaires que je trouve de positif. Et puis, si je vois qu'ils ont de la misère à faire quelque chose à shooter, ben ça, je le dis à notre GM qui va le dire au coach. T'as un autre chemin pour te rendre là, c'est bon. Hey, mais moi, je veux savoir, parce que là, tu parles, ça, c'est le côté hockey, mais tantôt, tu parlais que tes après-midi, là, t'es plus en affaires. Là, c'est business un peu plus. T'as mentionné le deal de télévision, l'entente de télévision. T'as mentionné de gérer les coûts présentement en temps de COVID. Il n'y a pas de spectateurs. Comment tu t'es rendu là? Comment tu t'es rendu à cette position-là avec les Kings, ces responsabilités-là? Bien, ça avait commencé lorsque je me suis retiré la première année. J'étais un consultant. Et puis, dans le temps, on n'avait pas vraiment de direction en tant qu'organisation. On avait un nouveau GM qui était Dean Lombardi, mais il avait vu que nous autres, c'est une grosse compagnie qui est propriétaire des Kings. Tout le monde qui travaillait pour les Kings travaillait pour 3, 4, 5 autres compagnies. Donc, dans le temps, c'était le temps de changer la culture des Kings. Et puis, j'avais fait une proposition à notre propriétaire qu'on aimerait ça amener du staff juste qui travaille pour les Kings. Parce que si t'es quelqu'un qui a des billets de saison pour une équipe, tu sais, oublie pas que Los Angeles, c'est pas comme Montréal. T'sais, à Montréal, on a les Canadiens, on a plus les expos, t'as l'équipe de soccer, puis t'as une équipe de football. Mais les Canadiens, c'est vraiment numéro 1. À Los Angeles, on a 11 équipes professionnelles. Donc, ça prend du monde qui ait de la passion pour ton organisation. Puis j'ai toujours dit, si quelqu'un qui a des billets de saison, qui achète des billets de saison pour les Kings, que dans le temps, AEG, notre compagnie, on avait signé David Beckham pour l'équipe de soccer. Dans le fond, si tu as des billets de saison pour les Kings, tu es en maudit que David Beckham, il va pour l'équipe de soccer. Tu dis, il est où mon David Beckham, moi, pour les Kings, dans le fond. Donc, c'était important de changer la culture des Kings, qu'on ait plus d'employés de la passion. Puis c'est de même que j'ai commencé. J'ai amené beaucoup de monde qui était pas mal plus smart que moi, qui sont rentrés dans l'équipe et puis excuse-moi, mon téléphone a tombé, là. Qui ont fait qu'on a changé la culture de l'organisation. Luc, ça fait 2 ans à peu près que j'ai arrêté de jouer, Bruno, 3-4 ans. Tu sais, le milieu des affaires, tu as une carrière extraordinaire sur la glace. Le milieu des affaires, parce que tu es arrivé, tu as terminé ta carrière en 2006. Tu as été travailler, je pense, dans le USHL avec notre ami Ben Robert à Omaha. Puis tout de suite après, tu es arrivé et tu es président de hockey Business Operation. Donc, l'opération des affaires. Avant de t'impliquer dans le hockey, tu étais seulement des affaires. Après, le hockey est venu, la portion hockey. C'est arrivé comment, ça? Puis pour toi, est-ce que c'était naturel? Parce qu'on regarde un joueur fini en 2006, puis en 2007, il est président de l'opération business d'une équipe de hockey. Comment tu as fait pour t'ajuster? Bien, écoute, c'était à tous les jours, j'apprenais quelque chose. J'apprends encore quelque chose à tous les jours. Mais comme j'ai dit avant, c'était plus important pour moi d'aller chercher le bon monde. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches d'avoir du bon monde alentour de moi. Comme le premier gars que j'ai amené, son nom, c'est Chris McGowan. Et puis aujourd'hui, c'est lui le CEO pour les Portland Trail Blazers. Puis je pense qu'il regarde il travaille au-dessus des Seattle Seahawks aussi. C'est un gars bien intelligent, qui était bien plus smart que moi. Puis il est venu travailler avec moi. Et puis c'est lui qui était mon numéro 2, qu'on a commencé à refaire notre organisation. Et puis, ce que j'ai focusé bien gros, j'ai pas essayé d'inventer puis de montrer au monde que j'étais plus smart qu'eux autres, mais la chose que je connaissais, c'était culture. Et puis, j'ai essayé de bâtir le côté affaires comme une chambre de hockey, dans le fond. Tu sais que lorsque tu gagnes la Coupe Stanley, le gars, sa 4e ligne, s'il n'a pas fait des bons jeux, tu ne gagnes pas. Ton 7e défenseur qui a peut-être joué 3 matchs durant la run de la Coupe Stanley, qu'il a bloqué des shots, qu'il a tué 2 grosses punitions. Lorsque tu gagnes, à la fin, tu vas le voir, tu dis hey, merci, tu as vraiment bien fait. C'est la même chose lorsque tu bâtis une business. Puis j'ai comme utilisé ce que je connaissais, puis j'ai essayé d'amener ça du côté affaires. Oui, mais justement,
Ben, parlons un peu de ce côté-là, quand tu as vécu le côté hockey où tu as été chercher toute cette expérience-là, parce que tu as, quand même un parcours atypique. Tu as un choix de 9e ronde, c'est une ronde qui n'existe même plus aujourd'hui, mais tu as eu 2 super saisons pour finir ta carrière junior. Puis là, tu rentres dans la Ligue nationale, puis ça n'a pas pris beaucoup de temps à t'ajuster. Tes 8 premières saisons, tu as plus que 40 buts, tu as 2 saisons de 50 buts là-dedans, une saison de 60 buts. Qu'est-ce qui a fait qu'après ton succès junior, tu as été capable de t'amener ça et directement et rapidement avoir du succès dans la Ligue nationale? Écoute, c'est sûr que... Tu sais, le monde disait que je patinais pas. Je regarde aujourd'hui ce que je faisais, puis tu sais que je ne savais même pas ce que je faisais. J'étais un des premiers gars qui a acheté des rollerblades dans le temps. Puis le gars, je me souviens, le gars il m'avait demandé, il dit, tu veux-tu les avoir... Il y a des roues molles ou des roues dures. Je dis, c'est quoi la différence? Il dit, les roues dures, ben c'est plus facile à patiner. Mais j'ai dit, donne-moi les roues molles. Fait que j'essayais toujours de m'améliorer de mon coup de patin à chaque année. Je me souviens, j'avais 39 ans, je prenais encore des cours de power skating. Tu sais, dans ma tête, je pensais vraiment que j'étais pour m'améliorer, mais aujourd'hui, je sais que c'est pas arrivé, là. Mais, tu sais, j'ai jamais pris un match de hockey pour acquis. C'est ça que je regarde ça aujourd'hui de même. Là, je me souviens, j'ai compté mon premier match, mon premier chiffre, et puis le lendemain, j'étais encore nerveux. Je voulais pas me faire descendre dans les mineurs. Donc, je me préparais pour le prochain match. Et puis, j'ai toujours été focusé sur le prochain match. Et puis, c'est pour ça que je pense que j'ai joué aussi longtemps. Moi, je pense que je le sais pourquoi il disait que tu patinais pas vite, parce qu'on a vu des petits extraits de toi au hockey junior, tu avais des pantalons. C'est ça. Puis il était noir. Il était noir, fait que ça paraît plus slow. Exactement. En tout cas, si les gens trouvaient que tu patinais pas vite, ben tu étais capable de la mettre dedans, Luc Robitaille. Puis pour toi, là, un bon marqueur, là, ta qualité première, puis je le sais, Luc, je te connais un petit peu, là, tu as de la misère à te donner des compliments à toi-même, là, mais c'est-tu plus d'être assez intelligent pour bien se placer, ou c'est vraiment d'être capable de la lancer fort puis de la lancer précis? C'est sûr, c'est le sens du hockey. Écoute, moi, mon idole, c'était Gretzky lorsque j'étais junior, puis midget 3, je me souviens bien. Et puis, tout ce que je voulais faire, c'est jouer comme Gretzky. J'étais toujours bien focusé à faire des passes. Et puis, je me souviens, ma 3e année, Guy Rouleau, si vous vous en souvenez, il était venu jouer avec nous autres. Puis Guy Rouleau, aujourd'hui, je dois dire, encore, dans mon livre à moi, je ne suis pas un écrivain, là, mais dans mon livre à moi, là, ça serait un bon livre. C'était vraiment le meilleur scoreur que j'ai jamais joué avec. En tant que scoreur, Guy Rouleau, là, j'ai jamais vu quelqu'un aussi pur que lui. Puis je me souviens que j'y avais demandé une fois, je dis que... Après une pratique, attends un peu, j'essaie d'arranger mon téléphone. OK. C'est correct, ça? Ça, c'est beau. C'est mieux que tantôt. Guy, moi puis Guy, après chaque pratique, on travaillait, puis il me montrait comment je fais des one-timers, puis comment shooter. Puis il m'a toujours dit, essaie pas de pogner le coin, frappe la moitié du net, fais sûr que tu pognes le plus de pucks possible. Tu sais, des fois, la rondelle, elle s'en vient comme ça. Lui, il m'avait montré à comment shooter que... Tu sais, les gars, des fois, ils s'en viennent même dans le slot, puis ils font le même wind-up que quand le puck est flat. Fait que c'est sûr que le puck va aller dans vite. Lui, Guy, il disait non, garde ton bâton bas, le puck va monter haut automatiquement. Tu sais pas où ce qui va aller, ça veut dire le goaler ne sait pas où ce que ça va aller lui non plus. Tu sais, on pratiquait ça tous les jours pendant une saison complète, puis il m'a comme montré à devenir un meilleur compteur, puis me placer sur la patinoire. C'est vraiment, moi, je dois à lui à compter des buts. Puis lorsque je suis arrivé dans la Ligue nationale, puis je jouais avec Marcel Dionne, puis on avait Jimmy Carson qui jouait avec Dave Taylor, lui, parce qu'on jouait avec un vétéran à chaque. Puis Marcel, il m'avait dit, « Hey, le kid, il dit, essaye pas de faire des passes. » Il dit, « Va-t'en avant du net, moi te la donner. » J'ai dit, « OK, monsieur Dionne, moi y aller, moi en avant du net. Si vous voulez, je compte des buts, je joue dans la Ligue nationale, moi faire ça, pas de problème. » C'est le même que ça a commencé. Puis l'autre affaire, je dois dire, qui est comique, tu sais, des fois, les jeunes, ils comprennent pas qu'il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu essaies de faire le plus que tu peux pour monter pour le prochain niveau. Mes 2 premières années dans les nationales, je jouais le half-wall, comme on dit. Tu sais, j'essayais de faire des passes, puis je prenais des one-timers. Mais lorsqu'on a eu Gretzky, puis il est arrivé avec nous autres, lui aussi jouait sur le half-wall, puis c'était le meilleur au monde.
Puis moi, sur le power play, je prenais Gretzky pour le changement. Ça veut dire, je sais pas si tu as vu Gretzky dans ce temps-là, mais il n'y en avait pas bien des... Il y en avait... Ses chiffres, c'était toujours au moins 2 minutes, OK? Fait que là, j'avais toujours le pied au-dessus de la banque. J'embarquais pas sur le power play. Fait que je me souviendrai toujours après une 25 ou 30 games. Rogie Vasson, c'était notre gérant général, puis il m'appelle en haut, il dit, je sais que t'es jeune, tu sais, j'étais le plus jeune de l'équipe, il dit, fais-toi-en pas, t'as 3-4 games, t'as pas compté, ça va revenir, tu sais, il dit, je sais que c'est dur sur le power play parce que tu prends Wayne, puis il dit, tu sais, si tu jouerais en avant du but, il dit, au moins tu pourrais jouer. Puis là, je le regarde, je te jure, j'avais jamais joué dans ma carrière en avant du but. Je dis à M. Vachon, je dis, j'ai en avant du but, on n'a pas personne. Il dit non. J'ai dit, ben, je suis capable de jouer en avant du but. Il dit, ben oui. J'ai dit, ben oui, j'ai toujours joué en avant du but dans le junior. Il dit, je te jure, il dit, t'es sérieux? Je dis, ben oui, je joue en avant du but junior souvent avec Guy Rouleau. Il dit, ah ouais? Le lendemain, le coach, il vient moi, il dit, t'as déjà joué en avant du but? Je dis, ben oui, j'ai toujours joué en avant du but. Il dit, OK. Il dit, va jouer sur le net à Wayne. J'ai joué les 17 dernières années de ma carrière en avant du net. Il y avait moins de vidéos dans le temps pour checker ça. C'est bon, ça. Il n'y avait pas de vidéo, je ne savais pas. Wow. Hey, mais là, tu parles de Wayne. Parle-moi-en donc parce que toi, tu étais déjà à LA quand l'été 88, quand Wayne Gretzky a été échangé. Ouais. Pour un joueur des Kings dans la ville de Los Angeles, par-moi, ça a été quoi cette vague-là que le meilleur joueur au monde est maintenant un Kings? Ben, écoute, ça a changé le hockey mondialement. Mais tu regardes aux États-Unis, après que Wayne est arrivé, on a eu une équipe à Anaheim, une à Saint-Jose, 2 équipes en Floride, Dallas, Phoenix. Moi, je me souviens, les 3 premières années que Wayne était à Los Angeles, tous nos matchs pré-saison, on jouait dans des markets, comme on avait joué des games pré-saison à Tampa Bay, à Miami. On avait été joué à Cincinnati, Cleveland, Phoenix, Dallas, San Jose. On jouait tout, tu sais, il essayait de développer des markets. Puis c'était toujours, on jouait soit contre les Rangers ou bien contre Mario, contre Pittsburgh. Puis c'était comique parce que c'est des games pré-saison. Fait que souvent, ces gars-là, c'était des grosses stars. Ils n'ont jamais joué un contre l'autre. Puis à chaque match, c'était toujours sold out. Le monde y attendait Mario puis Wayne, puis c'était un des deux qui jouait. C'était jamais les deux. Mais c'est vraiment à cause de Wayne, moi, que je dis que la game de hockey s'est développée dans le sud des États-Unis. Et puis, écoute, à Los Angeles, c'était incroyable. On était l'équipe la plus populaire. Tout le monde voulait voir nos matchs. C'était vraiment excitant. Comme moi, j'étais bien jeune, puis je savais pas ce qui arrivait, mais c'était vraiment quelque chose de spécial. J'ai eu la chance de jouer avec Sidney Crosby. Puis, tu sais, je sais pas si on peut même les comparer, parce que Wayne a tellement dominé son sport. Je sais pas si on peut comparer Wayne et Sidney, mais toi puis Luc, pareil, là, aussi talentueux. Ouais, même affaire. C'est même affaire. Moi puis Wayne. Là, mais tu sais, pour avoir joué avec Sid, je me dis, qu'est-ce qui fait de si bien sur une glace de hockey? C'est son éthique de travail. Tu sais, c'est pas un gars qui va jouer nécessairement flashy seulement avec du talent. Pour moi, c'est le meilleur grinder de la Ligue nationale. Il fait beaucoup de choses de bien. Là, on parle de Sidney Crosby, qui se bat toujours pour la première place comme marqueur de la Ligue nationale. Wayne Gretzky était tellement par-dessus tout le monde. Comment il a fait? Tu sais, tu pratiquais tous les jours avec lui. C'était quoi vraiment? On peut regarder des vidéos puis on peut faire nos propres analyses. Ouais. Mais toi, tu étais là à côté de lui, jour après jour. C'était quoi son secret, d'après toi? Ben, écoute, son secret. Premièrement, il était ultra compétitif. Tu sais, tu le vois, Sidney aussi, il est ultra compétitif. Mais dans le temps que, tu sais, les joueurs ne savaient pas l'entraînement, ils ne savaient pas la nutrition. Wayne Gretzky, s'il y avait un match qu'il y avait 3 buts, il en voulait 4, il en voulait 5 tout le temps. Lui, il arrêtait jamais. Mais ce qui était sa plus grosse qualité, lorsque tu perdais 3-2 ou bien non, c'était 2-2, tu voulais sa glace les 10 dernières minutes de la game. C'était incroyable. Lui, il pouvait créer là, dans les 5-6 dernières minutes d'un match, là, si tu perdais par un but ou bien non, c'était égalisé, facilement, il pouvait te créer 7-8 chances qu'il donnait des chances. C'était incroyable comment il était compétitif, qu'il voulait gagner. Et puis c'était au-dessus de son talent puis tout, puis il y avait des qualités qui bougeaient toujours against the grain, comme on dit, mais la façon qu'il voulait gagner, puis il voulait être le meilleur, il voulait être le numéro 1, c'est ça qui a fait qu'il était le meilleur au monde. Moi, je voudrais savoir, quand tu parles de jouer avec Wayne, parce que tu étais établi dans la Ligue nationale, puis tu avais des saisons d'au-dessus de 100 points, des saisons au-dessus de 40 buts avant que Wayne Gretzky arrive.
Puis t'entends ça maintenant, t'as fait le comparatif avec Sidney Crosby. C'est pas évident de jouer avec Sidney. Tu sais, il y a une façon de voir le jeu, de comprendre le jeu, puis des fois d'être sur la même page, justement avec un joueur comme ça, c'est difficile. Comment ça a été pour toi de t'ajuster? Tu vois Wayne Gretzky arriver, qui a son style, sa façon de jouer, puis toi d'essayer de t'ajuster à ça, puis que ça puisse cliquer entre les deux? Ben, écoute, pour moi, là, lorsque Wayne est arrivé, ils m'ont mis avec Wayne, puis j'étais tellement heureux. Et c'était mon idole, tu sais. Mais c'était tellement mon idole que j'étais vraiment timide alentour. Je me souviens, on allait souper à 20 matchs. Je disais, hey, Lucky, on va aller souper. Fait que là, on y allait, mettons, 7-8 gars. Larry Robertson était là. Mais Wayne, tu sais, il allait souper, mettons, le souper était à 8 heures, puis on sortait de là à 10h30, 11h. Moi, j'étais trop couché à 10 heures, parce que je savais que j'étais pas assez fort, j'étais pas assez vite. Fallait que je me couche de bonne heure. Fait que je me souviens, après 3-4 soupers sur la route, tu sais, j'avais pas le choix. Je dis, je peux pas aller souper avec mon idole parce que je vais mal jouer pour lui demain. Ça, c'est mon premier problème. Le deuxième problème, je me souviendrai toujours, j'étais à peu près la deuxième game avec. On s'en va d'un 2 contre 1, puis comme je t'ai dit avant que je jouais avec Guy Rouleau, je voulais être comme Wayne Gretzky, je voulais faire des belles passes. Fait on était sur un 2 contre 1, j'ai attendu pour y donner. J'essaie de faire une belle petite sauceuse. La défense, il y a coupe dans le milieu. Fait qu'on revient sur le banc, puis Wayne, il me regarde et il dit, hey, Lucky, il dit la prochaine fois, il dit, donne-moi-la tout de suite. Il dit, inquiète-toi pas, moi, te la redonner. Mais ça, je la regarde, je le sais, ça, mais, tu sais, je te jure, là, les 8 prochaines games, c'était une patate, moi, le puck. Aussitôt que j'avais le puck, j'essayais d'y donner, j'y tirais. Finalement, je me suis retrouvé, le coach il avait dit, on va être obligé de t'enlever de loin. Il dit, tu joues même plus au hockey, tu essaies juste de donner à Wayne. C'est pas, tu peux pas, c'est pas correct. Puis même, j'étais tellement nerveux que ça m'avait aidé pendant une couple de games, jusqu'à temps que je revienne en avant du net avec Wayne. Là, je suis revenu correct. Mais, tu sais, une carrière de hockey, c'est de l'ajustement à chaque année. Tu parlais à 39 ans, tu voulais prendre des cours de patin encore. Ça me donne de l'espoir de peut-être revenir au jeu. Oui, en fait, oui. J'ai 36, c'est jamais trop tard. Hein? Mais moi, quand tu as signé à Détroit, tu as remporté une Coupe Stanley en 2002. Il a fallu que tu t'ajustes un petit peu parce que là, tu es arrivé dans une équipe, veux pas, qui était star-studded, on dit en anglais, remplie de stars. Ça a été pourquoi, toi, faire cet ajustement-là puis de remporter la Coupe Stanley aussi? Mais écoute, au début, c'était facile. C'était tellement une bonne équipe, c'était le fun. Puis je donne beaucoup de crédit à Scotty Bowman. Scotty Bowman, tu sais, tout le monde dit c'est facile de coacher une bonne équipe. C'est pas facile parce que tu as beaucoup de joueurs avec des gros égos, tu sais. Puis ce qui était bon comme instructeur, c'est que Scotty, sans nous le dire, juste la manière qu'il se coachait, il nous a tous donné un rôle. Comme moi, je savais que j'étais sur le power play, il fallait que je joue mon chiffre à 5 contre 5. Il y en avait d'autres, c'était sur le piqué. Puis même si, je me souviens, Chris Draper, un match, il y avait 2 buts, puis on menait, je pense, 4-2 ou 5-2. Il restait 3 minutes dans le game, puis on voulait tout que Chris Draper retourne sa glace, qui compte un but, parce qu'il y avait un power play, puis il n'avait pas fait un power play de la game. Je me souviens, Scotty, il dit... Get off the ice, il dit. Là, il dit Luke, Stevie, Shani, Holly. Là, il nous embarque. Mais son message, c'était que non, get off. Toi, t'es ici pour tuer les punitions. C'est le même que tu vas nous en gagner. Fait que, il a envoyé un message à tout le monde. Et puis, j'ai appris cette année-là, lorsque je jouais souvent avec Stevie, mais Stevie s'était blessé puis il n'a pas fini l'année. Fait que j'ai fini l'année, je jouais avec Igor puis Holmstrom. On était, on était sur la 4e ligne. Puis c'est là que j'ai appris que ça prend une équipe au complet pour gagner. On a eu des matchs durant une série qu'on n'a pas compté, mais on jouait notre match, on finissait, mettons, even ou la plupart du temps even ou plus, puis tout d'un coup, une Game 7, c'est notre ligne qui avait eu 3-4 buts, une autre game en 3e overtime, Igor Larionov, il avait scoré. C'est là que tu vois que ça prend vraiment 20 gars pour gagner, 23 gars dans le fond pour gagner la Coupe Stanley. Ouais. Tu as vécu ce qui est à mes yeux, à moi, mon goût de partisan, la plus grande rivalité au hockey. L'Avalanche du Colorado contre les Red Wings de Détroit. Tu étais en finale de conférence contre eux l'année que vous avez gagné la Coupe. Vous avez gagné en 7. Parle-moi de l'intensité de cette rivalité-là. Comment tu as perçu ça, tu as vécu ça, cette série-là? C'est probablement... C'est comique parce que lorsqu'on s'est rendu à cette série-là, du côté de Colorado, Claude Lemieux n'était plus là, fait qu'il y avait moins il y avait moins de marde, comme on dit. Claude, c'est mon chum. Mais sur le point de vue de talent, c'est la meilleure série que j'ai jamais été partie. J'y ai fait partie du point de vue hockey.
on avait les 2 meilleurs gardiens de but au monde dans le temps. Tu avais les meilleures défenses au monde des 2 côtés. Tu avais Rob Blake. De notre côté, tu avais Nick Lidstrom. Puis tu avais les 2 équipes, il y avait les 2 meilleurs centres au monde. C'était vraiment des matchs incroyables. Et puis, tous les matchs, c'était des matchs d'un but jusqu'au match, au 7e match. Et puis, c'était vite. C'était pas que le monde, on s'assoyait. C'était up and down tout le temps. C'était vraiment quelque chose de spécial sur le point de vue hockey. Écoute, Luc, on ne veut pas te retenir trop longtemps. Une ou 2 autres questions. Ouais. En 93, avec les Kings, tu as joué une finale. Tu es venu à Montréal. Ça a été comment pour toi? Ça a été difficile pour la famille, excitant pour toi? Plus de pression parce que c'était contre le Canadien? Je dirais pas. Tu arrives en finale, on dirait c'est sûr que c'était spécial d'être à Montréal. Comme avant le match, les interviews, la journée d'avant. Mais un coup que les matchs commencent, tu penses plus, tu veux juste gagner. Ouais. Tu joues le match. Regarder aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose de spécial. Écoute, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on gagne. On a perdu 3 matchs en supplémentaire et puis ça aurait pu aller de l'autre côté, mais c'est ça qui fait partie de la game des fois. Mais les Canadiens, tu regardes aujourd'hui, il y avait une très bonne équipe. Les gars jouaient bien en équipe. Puis, il y avait le meilleur gardien au monde dans le temps aussi. Mais c'était spécial. C'était vraiment... Je suis content que j'ai eu une chance de jouer une finale à Montréal. Parle-moi un peu d'un autre aspect. Là. On a parlé de Luc Robitaille, l'homme d'affaires, la carrière phénoménale, temple de la renommée au niveau hockey. Mais tu as aussi eu de l'expérience en tant qu'acteur. Parle-moi de ça, ce que LA t'a amené, ce que tu as dit tantôt. Wayne Gretzky arrive, ça met les Kings sur la map. Puis là, on t'a vu dans quelques films. Parle-moi de ce côté-là. C'est-tu quelque chose que tu aurais aimé poursuivre? Tu y penses-tu encore? Non. Moi, premièrement, je sais mes limites. Je suis un acteur terrible. Je suis vraiment terrible. Je dis les lignes, j'ai l'air d'un robot. À chaque fois que je fais un show, ma femme, elle vient, elle dit « Tabarouette encore! T'as l'air niaiseux! » Hey, moi, t'as dit, mais à chaque fois, parce que vu que ça fait longtemps que je suis à Los Angeles, je connais beaucoup de monde du côté de film puis de télévision. Fait que souvent, ils m'appellent, ils disent « Hey, Luc, on a un show, puis dans le temps, mettons, on a besoin d'un joueur de hockey. » Souvent, je disais, ouais, mais laisse-moi penser, je suis capable de trouver un chum, tu sais, puis j'essayais de pousser contre moi. Parce que ce que j'haïs le plus de Hollywood, moi, te le dire, là, c'est que, mettons, ils disent, OK, tu peux-tu venir shooter demain à 2 heures? Là, tu arrives là à 2 heures, t'attends d'un trailer jusqu'à 7 heures le soir, puis à 7 heures le soir, là, ils commencent à shooter. Fait que, au moins, vu que je sais que je suis pas un acteur, à chaque fois que quelqu'un m'appelle et ils veulent que je fasse quelque chose, je leur dis toujours, hey, je suis pas Robert De Niro, OK? Mais voici ce que je vais faire si tu veux que je fasse ton show. Si tu me dis à 5 heures, faut que je sois parti à 7 heures parce que mettons, là, je dis, j'ai un gros souper ou j'ai quelque chose de bien important. Fait que là, je dis, quand j'arrive à 5 heures, j'aimerais ça shooter tout de suite puis m'en aller. Fait que là, la meilleure histoire, c'est que j'ai fait le film Sudden Death avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Je sais pas si... dans le fond, ça, c'est une histoire vraie. J'ai sauvé la ville de Pittsburgh, là. Je sais pas si tu savais. Mais je me souviendrai toujours. Je venais juste d'arriver à Pittsburgh, puis Howard Baldwin, c'était le propriétaire de l'équipe, puis il voulait que je sois dans le film parce que Mario ne pouvait pas le faire. Mario n'était pas là. C'était durant le lockout, je pense. Il était en Floride. Fait que là, j'avais dit, ben non, je peux pas faire ça. J'ai même pas joué encore pour Pittsburgh. Tu sais, je peux pas faire ce film-là. Il dit, Luc, t'as déjà fait une coupe d'affaires à Los Angeles, peux-tu le faire? Fait que mettre une story, m'essayer de mettre ça plus short, les boys, là. Je dis à Howard Baldwin, j'écoute Howard. Finalement, quand j'ai dit, j'étais pour le faire, j'ai dit, demain, je peux y aller à 4 heures, mais faut que je sois parti à 7 heures. J'y avais dit, j'avais un souper, OK? Quand je suis arrivé à 4 heures, là, je me souviens trop, c'était dans la chambre des Steelers ils avaient fait comme une chambre. Ils ont tout arrêté. Ils ont changé les lumières parce que Howard il avait dit hey, il nous fait une faveur, il va venir. Jean-Claude Van Damme, il disait c'est qui ce gars-là? Comment ça qu'il demandait tout pour lui? Il était en colique. Il dit c'est qui ce gars-là? Je me souviendrai tout le temps de ça. C'était mon meilleur move, ça. Mon move de star. Très bon film pour les gens à la maison, en passant. Hey, dernière pour toi, Luc. Pat Brisson, il compte toujours son histoire d'arriver à Los Angeles, la raison pourquoi il a été là, coucher sur ton couch, laver des autos, tout ça.
C'est-tu vrai, cette affaire-là? Ben oui. Hey, je me souviens, Pat, il était arrivé à Los Angeles. Si je me souviens bien, on jouait contre les Rangers. OK? J'étais allé le chercher à l'aéroport après le morning skate. Il était venu chez nous. Il avait dîné. Puis là, je connaissais un gars qui venait, Gene Smith. Je sais pas si tu connais, Oui, Matt. je connais Gene, le surfer. Gene Smith, il avait dit, je pense que Gene, il avait dit, m'aller chercher ton chum, OK? Puis ils sont venus à la game. Après la game, Pat, il dit, je pense que j'ai pogné une job. T'as déjà pogné une job? Il dit, ouais, il dit, je vais aller travailler avec Gene. Il dit, il y a un car wash. Fait que là, le lendemain, il s'en va au car wash. Puis, tu sais, c'était des car wash dehors, là, tu lavais à la main. Je me souviens, il arrive à la fin de la journée, il dit, je pense que je suis capable d'investir dans sa business. Je dis, t'es sûr? Puis je me souviens bien, Pat, il y avait 2000 pièces américains. Puis il dit, ça va me coûter 1200 pièces. Fait qu'il restait 800 pièces, mais il dit, je vais faire 250 par semaine. Tu sais, puis là, il dit, je suis capable de les aider. Hey, je me souviens, la deuxième journée, il était propriétaire de la business à 1200 pièces. Puis là, écoute ça, un mois plus tard, je me souviens, après la pratique, une fois, j'étais allé voir Pat, puis il était dans le parking lot, puis tous les gars qui travaillaient pour lui, ils n'étaient pas venus cette journée-là. Tu sais, c'était des gars du Mexique, il n'y avait pas de permis dans le temps. Puis là, Pat, il était tout seul, puis c'est lui qui lavait tous les chars. Il était en tabarnak. Mais ça a été quoi? Toi, tu l'as vu partir de ça. Ça a été quoi le moment où tu as réalisé ton chum qui est descendu, qui est parti, comme tu as dit, il est devenu propriétaire d'un car wash sur le side, d'un lave-auto, fait ses choses. Ça a été quoi le moment où tu as réalisé, wow, he's made it? Tu sais, il s'est rendu, il s'est établi à LA. Le moment qu'il se made it. Mais, écoute, premièrement, la raison que Pat il est venu à Los Angeles, moi, j'y avais dit dans le temps, je connaissais pas grand monde, puis je savais que lui, il ferait quelque chose avec sa vie. Tu sais, il nous vendait des suits dans le junior, il nous vendait des shorts d'Hawaii. Je me souviens, il était allé voir notre GM de l'équipe junior, OK, puis il dit au GM, les boys devraient avoir un bonus si on gagne la prochaine série. Là, le GM, il dit, j'ai des shorts puis des t-shirts, je peux te vendre, moi te les vendre à moitié prix, puis tu peux les donner à chaque joueur. Hey, je me souviens, moi, Sylvain Côté, Stéphane Richer, on était dans la valise à Pat, puis ils nous donnaient des t-shirts. Les poches, ils étaient même pas droites. Ça paraît bien. Ça paraît bien, ce t-shirt-là, ça va bien avec tes yeux, tu sais, ils nous vendaient ça. Mais je savais que Pat, il ferait quelque chose avec sa vie. Puis c'est lui qui, tu sais, il est arrivé. Puis pour moi, c'était important parce que j'avais un chum que je pouvais compter. Je pouvais parler de hockey, puis on pouvait parler d'autres choses. Puis lui, ben, il était de son côté, puis il a parti sa vie. Écoute, ça a pris un an, puis il a commencé à travailler avec Tom Rich. Et puis tout de suite, il était rendu avec un office. Puis je pense que j'ai jamais pensé après ça que ça marchera pas pour lui parce que c'était vraiment un gars qui avait beaucoup de drive. Puis il a beaucoup de common sense, puis il traite le monde alentour de lui bien. Fait que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès. Wow. Luc, je pense qu'on a trouvé un nouveau collaborateur pour Max et Bruno. À chaque semaine, Luc, tu vas faire 1 heure avec nous les mercredis. Merci d'avoir pris ton temps. C'est vraiment apprécié. C'était vraiment bon. Puis regarde, bon succès pour le reste de la saison. Puis OK. Mets-toi de la crème. OK. Merci les boys. Ça fait plaisir. C'est ça. Bye. Wow. Ben là... Je t'attends. J'ai adoré tout le monde qu'on a eu, là, mais lui, il vient de lever la barre. Je viens de lever la barre à un autre niveau. Tout un raconteur. Puis c'est fou. Il y a tout le temps cet élément-là qui est rattaché avec lui. Pas négliger un peu, sous-estimer, mais tout ce qu'il a vécu, c'est incroyable. Tout ce qu'il a fait dans la Ligue nationale, c'est incroyable. Tout ce qu'il fait après, ça continue. Je suis certain que ça pourrait être des heures et des heures de ça, d'anecdotes comme ça. Ah ouais, puis il fait sainement. Hein? Pour lui, c'est important de le faire de la bonne façon, en étant une bonne personne. Et c'est pour ça, la première chose qu'il a fait en arrivant président du côté business des Kings de Los Angeles, il dit « Je me suis entouré de personnes plus smart que moi. » Et c'est ça, un bon leader. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il a remporté la Coupe Stanley en tant que président de l'équipe en 2012-2014. Donc, Luc Robitaille, c'est vraiment un héros, un gars de chez nous qui s'est expatrié à Los Angeles, qui fait sa vie là-bas. Mais tout un joueur de hockey, tout un homme d'affaires.
mais toute une personne. C'est pour ça qu'il y a du succès et continue d'en avoir aussi. Là. Oh, wow. Mais en tout cas, ça a été. Je l'ai appris. Je vais aller. Moi, j'ai besoin d'une petite pause, là. Hein? Ils m'ont posé. J'ai mal aux joues, j'ai mal à la face. Avoir ri à ces anecdotes. C'était incroyable. Merci à Luc. Là, en plus, l'histoire avec son chum, Pat Brisson. Tu sais, les deux qui. Ils commençaient ensemble. Ouais. Où tu vois, ils sont les deux présentement. Ça, c'est une. Un jour, je vais laver des autos pour toi, Bruno. Ben oui, justement, elle serait due. N'importe quand. Tu peux commencer. Merci tout le monde.